Vous pensez connaître ceux que vous aimez? Attendez qu'ils disparaissent et que les murs de votre maison commencent à parler. Je m'appelle Camille Lefebvre, j'ai 22 ans, fraîchement diplômée de la Sorbonne, et je croyais naïvement que mon avenir était enfin tracé. Un emploi à Strasbourg, une indépendance retrouvée, un nouveau départ. Mais tout a basculé, à l'endroit même que je considérais comme mon refuge, la maison de ma mère. Il y a 4 ans, un après-midi d'automne noyé dans le brouillard des forêts d'Alsace, ma mère Élise est morte. Un cancer intestinal, diagnostiqué trop tard. Elle n'a pas hurlé, elle n'a pas pleuré. Elle a organisé. Tout. Le notaire, le testament, les assurances, et la maison familiale à Haguenau, ce pavillon blanc adossé à la forêt, que j'aimais comme un être vivant. Tu auras toujours un toit, Camille ma chérie, voilà ce qu'elle m'avait dit, et je l'avais cru. Cette maison, avec ses volets lavande, ses tuiles usées, et son jardin rempli de pivoines, était désormais à moi. Pas en théorie, pas en émotion. Légalement, juridiquement, définitivement mienne. Mais j'avais 18 ans, le cœur en ruine et l'âme en morceaux. Je devais partir pour Paris dans 2 semaines, et je n'arrivais même pas à faire une valise. C'est à ce moment-là que le passé a frappé à la porte. Mon père est revenu. L'homme qui était parti quand j'avais 9 ans, sans explication, sans garde partagée, sans anniversaire partagé. Et avec lui, Marianne, sa nouvelle épouse, une femme élégante et distante, et leur fille de 8 ans, Chloé. « On va t'aider à traverser ça », a dit mon père en posant sa main sur mon épaule. Et ils sont restés, juste pour un moment. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Ma mère, Élise, n'a jamais laissé les choses inachevées. Elle n'était pas une rêveuse, c'était une femme de précision, de petits gestes minutieux, d'amour exprimé par des détails qu'on ne remarque qu'après leur absence. Avant même que le mot « cancer » ne soit prononcé dans un couloir d'hôpital, elle avait déjà signé son testament. La maison familiale, ce pavillon aux murs de chaux blanches en bordure de Strasbourg, m'était destinée, sans condition, sans ambiguïté. Je me souviens du jour où elle m'a emmenée chez le notaire. « Camille », avait-elle dit en me regardant droit dans les yeux, « peu importe ce qui arrivera demain, tu dois toujours avoir un endroit à toi. » J'avais hoché la tête, trop jeune pour saisir la portée de cette phrase. Ce n'est que 4 ans plus tard que j'en ai compris toute la profondeur. Quand mon père, Laurent, est revenu avec sa nouvelle femme, Marianne, et leur fille, Chloé, j'ai voulu y croire. J'ai voulu croire à la reconstruction, à la réconciliation, à la famille retrouvée. Mais j'avais tort. Ils se sont installés. 1 semaine, puis 2. Marianne a ramené ses oreillers. Chloé a accroché ses dessins sur les murs. Peu à peu, les traces de ma mère se sont estompées, remplacées par un style plus froid, plus impersonnel. Une lampe changée ici, une nappe en dentelle remplacée là. Et moi, je n'ai rien dit. J'étais trop occupée à survivre à mon deuil, à apprendre à vivre seule, à me raccrocher à mes études. J'ai oublié une chose essentielle. Un testament est un acte juridique, mais il ne protège pas des manipulations dissimulées derrière les sourires bienveillants. J'avais 9 ans lorsque mon père, Laurent Lefebvre, a quitté notre maison, et nos vies, sans un mot de trop. Pas de dispute enflammée, pas de valise jetée par la fenêtre, juste un silence froid, pesant, presque clinique. Un départ orchestré comme une opération chirurgicale, propre, précis, sans bavure. Je me souviens de ce matin-là, ma mère, Élise, restait figée près de la fenêtre, les doigts crispés autour d'une tasse de thé refroidi. Moi, caché derrière l'escalier, j'observais mon père ranger ses affaires, méthodiquement, comme un inconnu. Je paierai ses études. C'est tout ce qu'il a dit. Et il l'a fait. Chaque année, sans faute, l'argent des frais universitaires tombait. Aucun message d'anniversaire, aucune carte à Noël,
Pas un mot quand j'ai eu mon bac avec mention. Un père administratif, un géniteur ponctuel. J'ai appris à vivre sans lui, à combler le vide par les silences de ma mère et les livres que je dévorais, jusqu'à ce qu'un jour, il revienne, avec Marianne, sa nouvelle épouse, et leur fille Chloé. Il est revenu avec une valise pleine d'apparence et une vérité maquillée derrière des sourires polis. J'avais 11 ans quand mon père s'est remarié. Une cérémonie discrète, sans carton d'invitation, sans appel. Je l'ai appris par une photo envoyée à ma mère. Marianne, en robe ivoire, accrochée au bras de mon père, et moi, absente, silencieuse, déplacée. Marianne, c'était l'élégance froide, le genre de femme qui vous sourit avec les lèvres mais jamais avec les yeux. Elle n'a jamais été méchante, juste, polie, distante, comme si j'étais un objet oublié dans un coin du salon qu'on n'ose pas déplacer. Puis Chloé est née, une petite fille aux boucles chocolat, au regard déjà lumineux, une enfant parfaite, une enfant attendue. Je me souviens de ma première visite à la maternité. « Camille, voici ta sœur », a dit mon père. Il souriait, mais son regard glissait déjà ailleurs. J'ai dit bonjour, j'ai même offert un doudou, mais à l'intérieur, je savais que je n'étais pas à ma place. Quand je leur rendais visite, des week-ends isolés dans leur appartement du quartier La Robertso, je me sentais de trop. Marianne me proposait toujours une part de tarte, une tasse de thé, mais sa voix trahissait l'envie que je dise non. « Camille, tu veux goûter notre clafoutis ? » « Non merci, j'ai déjà mangé. » Et je repartais, toujours plus étrangère, toujours plus certaine que ma seule maison, c'était celle de ma mère. Ma mère est morte un matin d'hiver. La lumière était pâle, le jardin figé sous une fine couche de neige. Je suis restée là, debout derrière la baie vitrée, immobile, pas une larme. Le chagrin ne m'a pas submergée, il m'a figée. J'avais 18 ans. Au lieu de faire ma valise pour Paris, j'errais dans une maison soudain trop grande, trop vide. 3 jours après l'enterrement, mon père est arrivé, sans prévenir, sans frapper. Marianne, toujours impeccable, a franchi le seuil la première, traînant derrière elle une valise à roulettes silencieuse. Chloé, sa peluche dans les bras, découvrait chaque recoin comme une nouvelle destination de vacances. « On va t'aider à traverser ça, Camille », dit mon père. Sa main s'est posée sur mon épaule, comme un geste familier. Mais il ne l'était plus. J'ai hoché la tête. J'étais trop brisée pour refuser, trop vide pour réfléchir. Les premiers jours, tout semblait bienveillant. Marianne préparait des soupes. Chloé m'offrait ses dessins naïfs. Mon père s'occupait du jardin comme s'il lui avait toujours appartenu. J'ai voulu croire qu'ils étaient venus pour moi. Mais peu à peu, ils ont investi la maison, physiquement, silencieusement, naturellement. Une nouvelle nappe ici, un tableau là, les photos de ma mère remplacées par des cadres plus modernes. Les murs changeaient, les silences aussi. Était-il là pour me consoler ou pour prendre la place qu'elle avait laissée vide? Août cette année-là était étrange, étouffant. Les orages passaient comme des soupirs lourds, laissant derrière eux une moiteur collante. Je passais mes derniers jours à emballer mes livres, trier les affaires de maman et tenter de ne pas m'effondrer à chaque photo retrouvée. Un matin, alors que je rangeais ses foulards dans une vieille boîte à chapeaux, mon père a frappé à ma porte. « Camille, » dit-il doucement, « j'ai eu une idée. Tu vas partir à Paris, et la maison sera vide. Si tu es d'accord, Marianne et moi pourrions rester ici pour la garder. » Il parlait à voix basse, comme s'il craignait de réveiller les souvenirs tapissés dans les murs. Et moi? Une partie de moi a ressenti un soulagement. Je ne pouvais pas supporter l'idée que la maison de ma mère devienne silencieuse, oubliée, figée dans la poussière. Dans la cuisine, Marianne battait les œufs pour une omelette. Elle m'a lancé un sourire poli. Chloé, quant à elle, coloriait près de la fenêtre, insouciante.
Tout semblait fonctionnel, presque rassurant. Ce serait bien pour tout le monde, a dit Marianne. Chloé est déjà inscrite à l'école du quartier, et toi, tu pourras étudier l'esprit tranquille. J'ai dit oui, parce que je voulais croire qu'ils étaient là pour moi, parce que j'étais trop fatiguée pour voir au-delà de la surface. Ce jour-là, je leur ai laissé la clé de la maison, mais aussi celle de ma vie, sans le savoir. Je suis partie à Paris par un matin gris de septembre. Le train filait vers la capitale, et moi, je laissais derrière moi une maison pleine d'absence et de souvenirs. Pendant les 4 années suivantes, je suis revenue à chaque vacances, Noël, Pâques, l'été, et chaque fois, quelque chose avait changé. Rien de brutal, des détails, des nuances, des silences. Un jour, j'ai retrouvé Marianne en train de préparer des lasagnes, mon plat préféré. Camille, j'ai suivi la recette d'Élise, m'a-t-elle dit avec un sourire doux. Mon cœur s'est serré. Chloé m'attendait avec des dessins, des notes, des petites anecdotes d'école. Elle m'appelait grande sœur. On décorait le sapin ensemble. On allait à la piscine municipale l'été. On faisait des crêpes en février. J'ai voulu croire. J'ai voulu penser que peut-être, c'était ça, une seconde chance de famille. Les soirs, on s'asseyait près de la cheminée. Marianne me parlait de ses lectures. Papa ouvrait une bouteille, riait doucement. Les rires résonnaient. Le foyer semblait vivant. Mais ce que je ne voyais pas encore, c'est que ce cocon n'était pas une reconstruction. C'était une substitution. Je croyais sincèrement avoir trouvé une seconde famille. Une chaleur reconstruite après le froid du deuil. Les appels en visio du dimanche soir, Marianne qui me demandait comment se passaient mes cours, papa qui parlait de ses rosiers, Chloé qui me montrait ses dessins. Les lettres d'anniversaire, les petits colis de Noël décorés avec soin. Et puis, les dîners. Ces dîners qui sentaient la cannelle, le vin chaud et la complicité. Je racontais Paris, mes professeurs exigeants, les nuits blanches, les copines qui draguaient à la bibliothèque. Ils écoutaient, ils riaient. Et moi, j'y croyais. Camille, cette maison est toujours la tienne, m'avait dit papa un soir. Mais peu à peu, quelque chose a changé de rythme. La chambre de maman, la mienne en son absence, était devenue un salon de lecture. La vieille table en chêne avait été remplacée par du verre froid et moderne, et la photo de maman sur la cheminée avait disparu. Je n'ai rien dit, parce qu'au fond, je savais que poser des questions, c'était ouvrir une porte que je n'étais pas prête à franchir. Peut-être que je n'étais plus qu'une invitée, une présence tolérée le temps d'un week-end, puis effacée dès le lundi. Je suis partie de Paris un matin de juin. Le ciel était clair, les pavés encore tièdes de la nuit. J'avais mon diplôme en poche et un poste confirmé chez Marshall & Dupré Finance, à Strasbourg. Tout semblait parfaitement aligné. Un travail, une ville que j'aimais. Et surtout, la maison de maman, intacte dans ma mémoire, comme un point d'ancrage. Le taxi m'a déposé devant le portail. Les rosiers étaient en fleurs, comme chaque été. Mais quelque chose clochait. Les rideaux étaient neufs. Les jardinières avaient disparu, remplacées par du gravier blanc, uniforme, sans âme. Pas du tout le style de maman. Je suis montée, valise à la main. J'ai sorti ma clé, celle que je n'avais jamais cessé de porter sur moi. Je l'ai introduite dans la serrure. Elle a refusé de tourner. 1, 2, 3 fois. Rien. Ce n'est pas possible. J'ai frappé, longuement. Puis la porte s'est entr'ouverte. Marianne, en tablier, les mains pleines de farine, m'a regardée avec des yeux ronds. « Camille, qu'est-ce que tu fais ici ?» Cette phrase, cette voix, comme une gifle silencieuse. J'étais chez moi, et eux me regardaient comme une étrangère. Je suis restée là, sur le perron.
ma valise contre la jambe, la clé dans la main et une boule dans la gorge. J'ai réessayé. Encore. La serrure ne tournait pas. Le métal était froid, inconnu. La maison de ma mère, celle qui portait mon nom, refusait de s'ouvrir. J'ai frappé. Une fois, 2 fois, des pas. La porte s'est entr'ouverte. Marianne, en tablier, les mains couvertes de farine. Elle m'a regardée comme si je surgissais d'un vieux rêve qu'on aurait préféré oublier. « Camille, qu'est-ce que tu fais ici ?» Cette phrase, ce ton, comme un courant d'air glacé. « J'habite ici », ai-je répondu. « C'est ma maison. » J'ai jeté un œil à l'intérieur. La table basse n'était plus la même. Le lustre avait changé. Le tableau de lavande que maman avait peint avait disparu. En quelques secondes, le familier s'était transformé en décor étranger, et moi, en intruse. Papa est apparu dans le couloir, l'air nerveux, les doigts posés sur son col, ce vieux geste qu'il faisait quand il avait honte. Chloé, affalée sur le canapé, n'a même pas levé les yeux. J'ai changé les serrures, pour des raisons de sécurité, a-t-il murmuré. J'ai dégluti. De sécurité, c'est chez moi. Silence. Un silence plus long qu'un trajet Paris-Strasbourg. Un silence qui mesurait non pas des kilomètres, mais des trahisons. La porte s'est ouverte à peine d'un demi-mètre. Marianne était là, le regard élargi mais sans chaleur. Pas de « Camille, te voilà », pas d'accolade, pas de pas précipité de Chloé, juste un étonnement prudent. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, la main toujours sur la poignée, comme pour barrer l'entrée. Je fronçai les sourcils. J'ai envoyé un message. J'ai eu mon diplôme la semaine dernière. Je commence à travailler à Strasbourg ce mois-ci. Elle hésita. Son regard glissa au-delà de mon épaule, comme si elle cherchait une excuse suspendue dans l'air. « Ah, oui, je croyais que tu arrivais le mois prochain. » Une phrase vide, un mensonge qui ne prenait même pas la peine de se cacher. J'ai regardé à l'intérieur. Silence. Tout le monde était là, mais personne ne bougeait. Chloé, absorbée par son téléphone. Papa, assis, les yeux rivés au sol. Personne ne s'est levé. Personne n'a pris mes bagages. Personne ne m'attendait. Ils savaient, bien sûr qu'ils savaient, mais ils n'ont rien préparé, pas par oubli, par choix. Une morsure douce mais profonde s'est logée dans ma poitrine. J'avais la clé, mais plus la serrure. J'avais une maison, mais plus ma place. Papa m'a demandé de le suivre dans le bureau, la pièce préférée de maman, là où ses diplômes sont encore accrochés, où ses livres sont classés par auteur comme elle l'aimait. Mais l'air y était différent, plus lourd, plus sec. Je suis restée debout. Lui s'est assis, les mains jointes. « Camille, il faut que je te dise quelque chose. » Sa voix n'avait pas sa tessiture habituelle. Elle tremblait un peu, comme un aveu qu'on aurait voulu garder pour soi. J'ai dit à Marianne que cette maison était à moi, que je l'avais laissée à Élise après notre séparation, et qu'après sa mort, elle m'était revenue. Je suis restée muette. Les mots sont tombés dans mon ventre comme des pierres. Cette maison qu'Élise avait achetée seule, celle qu'elle m'avait léguée, noir sur blanc, était devenue dans la bouche de mon père une simple hospitalité. « Pourquoi, papa ?» Ma voix a craqué comme du verre. Il n'a pas levé les yeux. « Parce que je savais que Marianne n'accepterait jamais d'y vivre si elle savait que c'était à Élise. Et une fois que tu es parti, on s'y est habitué. Voilà tout. » Un silence glacial s'est installé entre nous. Pendant 4 ans, j'ai cru à une famille. Eux, ils me croyaient hébergée chez eux. Je suis restée là,
debout dans ce qui avait été le bureau de maman, baigné par la lumière tamisée du soir, avec l'odeur persistante des livres anciens et du bois ciré. Papa a tendu un trousseau de clés. Il l'a posé doucement dans ma main, comme une offrande fragile. « Juste pour un temps, Camille, je te promets que je vais gérer. Ne dis rien à Marianne, pas encore, s'il te plaît. » J'ai hoché la tête, pas par pardon, mais parce que j'étais trop fatiguée pour me battre, parce que j'avais besoin de temps, de recul, de silence pour comprendre l'ampleur de ce qui venait d'être trahi. Ce soir-là, nous avons dîné comme si de rien n'était. Marianne parlait de sa nouvelle machine à expresso. Chloé râlait à propos d'un devoir de français. Papa souriait, mal à l'aise, comme un acteur coincé dans le mauvais rôle. Et moi, assise à ma table, je me sentais comme une étrangère. Après le repas, je suis montée. J'ai fermé la porte. Je me suis allongée dans le noir, la clé froide serrée dans la paume, comme une promesse brisée. J'étais de retour chez moi, mais rien en moi ne s'était encore vraiment réouvert. Personne ne disait rien, mais l'atmosphère avait changé. Le premier matin après avoir reçu la nouvelle clé, je me suis levée tôt, direction la cuisine. Marianne était déjà là, de dos, devant une machine à café flambant neuve. Elle ne se retourna pas, mais sa voix coupa net le silence. « Oh, j'ai fini le lait !» Sans excuse, sans intention d'en racheter. Je n'ai rien répondu. J'ai ouvert le frigo, vide. Même mon petit bocal de confiture maison avait disparu. J'ai lavé ma tasse, l'ai posée. Elle est venue derrière et l'a relavée, comme si mon passage avait laissé une trace à effacer. À partir de là, tout est devenu sournois. Mes vêtements lavés avec des draps rouges, oups, une erreur. La salle de bain que j'utilisais en nettoyage chaque matin, et je n'étais plus informée quand des invités venaient. Un jour, je suis entrée dans le salon. Marianne y était avec ses amis, assise, thé fumant en main. J'ai souri. Elle a levé les yeux, distante. « Ah, Camille, tu pourrais nous laisser seuls un moment. On a notre cercle de lecture. » J'ai hoché la tête, polie. Je suis sortie. Et je me suis demandé, comment avais-je pu devenir étrangère, dans la maison qui portait mon nom? Peu à peu, j'ai compris que je n'étais plus intégrée à la mécanique de cette maison. Le premier dîner après mon retour, Marianne apporta 3 assiettes. Une pour elle, une pour papa, une pour Chloé. Rien pour moi. Je suis restée debout, un peu surprise. Marianne le lança le plus naturellement du monde. « Oh, je pensais que tu mangeais dehors avec tes collègues. » Pas d'excuses, pas de gêne. Je me suis contentée de faire cuire des pâtes. Seule. Dans la cuisine de ma mère, pendant que les autres parlaient politique et météo. Le lendemain, mes vêtements blancs furent retrouvés. Roses. Ma chemise neuve, irrécupérable. « Ah bon? C'était à toi? Je n'ai pas fait attention, désolée. » Dans le salon, les transformations continuaient. Le fauteuil préféré de maman avait disparu, remplacé par un meuble design glacial. Le tableau de coquelicot, effacé par une toile abstraite, plus contemporaine, selon Marianne. « Camille, tu ne trouves pas que la maison a besoin d'un petit coup de neuf? » J'ai souri, un sourire crispé, parce que je savais. Chaque objet qui partait, c'était un souvenir qu'on effaçait. Et chaque silence de ma part, c'était un abandon de plus. Chloé m'appelait autrefois « grande sœur Camille », avec cette voix enfantine, pleine de lumière. Elle me montrait ses dessins, m'écrivait des petits mots, voulait que je regarde ses séries préférées pendant les vacances. Aujourd'hui, tout cela n'existait plus. Je n'étais plus une sœur. J'étais la fille là. La première fois que je l'ai entendue, j'ai cru rêver. Je m'apprêtais à entrer dans la cuisine
quand sa voix s'est échappée du salon, au téléphone. « Oui, elle est encore là, la fille chelou. Tu sais, celle qui pense que la maison est à elle. » Mon estomac s'est noué, je me suis arrêtée, et j'ai fait demi-tour. Le lendemain, j'ai tenté de lui demander comment allait l'école. Elle a levé les yeux, méprisante. Pas besoin de faire semblant d'être sympa. Plus de grande sœur, plus de complicité, juste des silences lourds, des regards tranchants et des mots laissés là pour me blesser. Marianne, muette. Papa, toujours aussi absent. Je n'ai jamais eu de vraie petite sœur. Et maintenant, je n'avais même plus l'illusion d'en avoir une. Quand l'air est devenu irrespirable à la maison, quand les regards au dîner devenaient des lames invisibles, j'ai commencé à sortir davantage. Je me suis plongée dans le travail, tableau croisé dynamique, analyse de risque, réunion du lundi matin où on m'appelait Mademoiselle Lefebvre. Là, au moins, j'existais. Je servais à quelque chose, même si ce n'était que pour corriger une virgule. Le soir, je rejoignais Jeanne et Lucie, 2 amies d'enfance retrouvées par hasard. On se retrouvait au petit café de la rue des Orfèvres, là où les banquettes sentent toujours la cannelle et les souvenirs. « Tu vis de nouveau dans la maison de ta mère ?» demanda Lucie. J'ai hoché la tête, sourire figé, aucune mention de Marianne, pas un mot sur Chloé, juste « je suis fatiguée » et « le boulot me prend tout mon temps ». Puis Jeanne a parlé d'un garçon instable, Lucie a râlé sur une collègue envahissante, et pendant quelques minutes j'étais Camille, juste Camille, pas la fille de l'ex, pas celle qui dérange. En rentrant, le couloir sentait le silence. Marianne dormait déjà, Chloé s'était enfermée. Papa faisait semblant de ronfler devant la télé. Mais ce soir-là, je ne me suis pas sentie seule, parce qu'au-delà de ces murs, j'existais encore. J'avais des repères et un prénom. Ce samedi matin-là, il n'y avait ni odeur de café, ni bruit de casserole, ni musique dans la chambre de Chloé. La maison, celle de ma mère, était d'un silence glacé. Je suis descendue, vide. Aucun mot laissé sur la table, pas de message. Le portable de papa? Hors service. Chloé? Boîte vocale. Marianne? Elle a décroché au 3e appel. « Qu'est-ce que tu veux ?» Sa voix tranchante, sans chaleur. « Je voulais juste savoir, vous êtes où ?» Elle a ri, un rire sec. « Aux Maldives. Suite avec vue sur mer. Mojito à volonté. Soleil parfait. » J'ai avalé ma salive. « En fait, on ne t'a pas dit car on ne voulait pas que tu viennes. Assez de squatter chez nous, Camille. » Ma main tremblait. « C'est ma maison. » « Ta maison ?» Ricanement. « Tu crois avoir fait quoi ici pendant 4 ans ? Rien. Pas un sou, pas un geste. Tu vis ici grâce à nous. » Chaque mot était une claque. « Tu es un poids mort, une intruse. Quand on rentre, je veux que tu sois partie. Sinon, je m'en occuperai moi-même. » Bip. La ligne a coupé. Je suis restée là, sur la chaise de maman, les doigts crispés, le cœur glacé. Mais je n'ai pas pleuré. Ils m'ont rayé. Maintenant, c'est à mon tour d'effacer. J'ai reposé les téléphones sur la table. Mes doigts tremblaient, non pas de peur, mais de colère. Parasite, quitte notre maison. Ces mots résonnaient comme des coups de poignard dans la dignité que j'avais si longtemps préservée. Je me suis levée, j'ai fait le tour du salon. Le vase préféré de maman, relégué dans un coin, nos photos ensemble, disparues, remplacées par des clichés souriants de vacances tropicales. Ils avaient envahi l'espace, et maintenant, ils voulaient m'effacer. J'ai pris mon téléphone, pas une larme, pas une hésitation. J'ai appelé un serrurier de nuit. Il est arrivé en moins d'1 heure. Quand il m'a tendu les nouvelles clés,
J'ai eu l'impression de reprendre possession de ma vie. Puis j'ai commencé le grand tri. L'armoire de Marianne, vidée. Les jouets de Chloé, rangés dans des cartons. Les clubs de golf de papa, posés près du garage. Chaque objet déplacé, c'était un mètre carré de ma mère que je récupérais. Je ne savais pas comment ils réagiraient à leur retour. Mais je savais une chose, je ne reculerai plus. 2 jours ont passé, seule dans la maison de ma mère. Plus de cris de Chloé, plus de claquements de casserole par Marianne, plus de pas discrets de papa le soir. Juste moi, le silence, et une présence invisible que je sentais dans chaque recoin. J'ai remis les choses à leur place. La lavande séchée sur la table, le portrait de maman sur la cheminée, la nappe couleur ivoire repassée soigneusement. « Maman, j'ai récupéré notre maison », ai-je murmuré dans le vide. Vendredi après-midi, une voiture se gare. Je pose doucement ma tasse, comme si j'attendais ce moment depuis toujours. Ils sortent. Marianne, furieuse. Papa, perdu. Chloé, distante, froide. « Camille, c'est quoi ce cirque ?» hurle Marianne en voyant la serrure. Je reste calme. J'ouvre la porte avec mes clés. « Tu n'avais pas le droit de changer ça », s'écrie-t-elle. Je me retourne, posément. « Vous avez raison. Ceux qui n'ont aucun droit ici, ce sont vous. » Papa s'avance, mais je l'arrête d'un geste. « Cette maison appartenait à ma mère, bien avant votre mariage. Elle me l'a laissée. Vous n'étiez que des invités, qui ont oublié de partir. » Marianne resta figée, comme si mes mots venaient de la gifler en plein visage. La rage dans ses yeux s'éteignit, remplacée par une fausse surprise mêlée d'une blessure théâtrale. « Camille, tu plaisantes, j'espère? On est une famille. Tu vas vraiment nous jeter dehors ?» Je la fixais, calme, inébranlable. Une famille ne ment pas sur un héritage. Une famille ne traite pas l'autre de parasite. Et surtout, une famille ne change pas les serrures en douce avant de partir en vacances. Mon père déglutit, muet. Je me tournai vers lui. « Tu as menti. Pendant 4 ans. Tu as laissé Marianne croire que cette maison lui appartenait, alors que tu savais très bien qu'elle était à moi, à maman. » Marianne recula d'un pas, les lèvres serrées. « Camille, je suis désolée. Aux Maldives, j'ai dit des choses horribles. »« Non, vous avez juste révélé qui vous êtes vraiment, » répondis-je froidement. Un silence, épais, coupant. « Vos affaires sont encore dans le garage. Et si vous avez besoin, je peux appeler un déménageur cet après-midi. » La vérité, prononcée par mon père, résonna comme une sentence irrévocable. Oui, cette maison appartenait à Elise. Elle l'a léguée à Camille. J'ai menti. Je ne voulais blesser personne. Un silence, coupant. Puis Marianne éclata de rire, un rire creux, mécanique. « Oh Camille, pourquoi tu n'as rien dit plus tôt? Je croyais que cette maison était la nôtre. Tu sais, après tant de repas, de soins, de sacrifices. » Sa voix changea, douce, mielleuse, presque maternelle. « Et si on recommençait tout, je te ferai ton plat préféré, tu sais, mes lasagnes. On décorera le sapin comme avant. » Je la fixai, froide comme la pierre. « Non, vos lasagnes n'ont jamais eu le goût de famille. Pas plus que vos souris d'aujourd'hui. » Papa tenta alors, sa voix tremblante. « Ma chérie, je sais, j'ai tout gâché. Mais je reste ton père. On ne peut pas recoller les morceaux? » Je l'ai regardé, longtemps. « Non, papa, tu as gardé le silence quand ils m'ont traité de profiteuse. Tu es resté là quand ils voulaient m'expulser de la maison que maman m'a laissée. » Lorsque Marianne comprit que sa fausse gentillesse ne marchait plus, elle laissa tomber le masque. « Je te préviens, Camille, » lança-t-elle la voix tranchante. « Si tu nous mets dehors, je me battrai.
je contacterai un avocat, je raconterai à tout le quartier quel genre d'ingrate tu es. Je ne bronchai pas. Faites ce que vous voulez, Marianne, mais cette maison est à moi, et je veux retrouver la paix que ma mère avait bâtie ici. Ses poings se serrèrent, son visage vira au rouge. Après tout ce qu'on a fait pour toi, je l'interrompis calmement. Vous l'avez fait pour vous, pas pour moi. Vous avez vécu ici parce que je vous ai permis de le faire, et maintenant je ne le permets plus. Marianne resta figée, tremblante, puis tourna les talons. Mon père baissa les yeux. Chloé, silencieuse, détourna le regard. Le taxi arrive dans 20 minutes. Personne ne répondit. Je restai debout, dans le salon, et pour la première fois, je sentis que cette maison était vraiment la mienne. Le taxi s'éloigna lentement sous un ciel pâle. Je restai debout, à la fenêtre. Pas d'au revoir, pas de regard en arrière. Juste le vide. Le lendemain matin, mon téléphone vibra. Papa s'afficha. Je laissai sonner. Puis un message. Ma fille, pardonne-moi, j'ai fait une erreur. Une autre tentative. Numéro inconnu. Je n'étais pas dupe. Un autre message. On est une famille, Camille. Je veux réparer. Une famille. Une vraie famille ne reste pas silencieuse quand sa fille est traitée d'intruse. Une famille ne regarde pas ailleurs quand son enfant est expulsé du seul endroit qu'elle appelle maison. J'ai bloqué tous les numéros. Je n'ai plus besoin de mots, plus besoin d'explications. Certaines passerelles, une fois brûlées, doivent rester en cendres. La maison était silencieuse, mais plus jamais glaciale. Les premiers jours, je me levais tôt. J'ouvrais toutes les fenêtres. La lumière inondait les pièces, comme pour effacer les souvenirs figés. J'ai décroché les rideaux choisis par Marianne. J'ai enlevé chaque cadre photo qui ne me racontait rien. J'ai dépoussiéré le rebord de la fenêtre où maman posait ses lavandes. J'y ai replacé un nouveau pot, identique. Sur le perron, j'ai replanté les rosiers. Les mains pleines de terre, les doigts éraflés par les épines, je ne ressentais aucune douleur. Seulement, la vie qui revenait. Chaque pièce a retrouvé son âme. Un nouveau coup de peinture, une nouvelle disposition. Parfois, je redessinais les moulures avec des couleurs pastel. Ce n'était plus la maison de ma mère, ni la maison où ils avaient vécu. C'était ma maison. Je ne sais pas où est mon père. Et je n'ai plus envie de le savoir. Il appelle encore avec des numéros masqués, mais je ne réponds plus. Pas par haine, par épuisement. Épuisé de devoir toujours pardonner, simplement parce qu'il est de ma famille. J'ai cru, longtemps, que la famille était éternelle. Je me suis trompée. La vraie famille, ce n'est pas l'ADN, c'est un lieu, un regard, une chaleur. C'est un endroit où l'on ne te met jamais à la porte. Et j'ai compris que pour guérir vraiment, il faut parfois laisser partir ceux qui nous blessent en prétendant nous aimer. J'ai planté une nouvelle rangée de lavandes au fond du jardin, là où maman lisait ses romans. J'ai accroché à nouveau son carillon préféré, et chaque fois que le vent souffle, je sais qu'elle est là. Et moi, enfin, je suis rentrée chez moi.